D'abord, excusez-nous pour le retard qu'on a pris, mais on a souhaité, la presse avait souhaité rencontrer Nicolas Chabannes pour échanger avec lui sur c'est qui le patron, comme un thème intéressant. Donc d'abord, je voudrais vraiment vous remercier d'être venus très nombreux, vous souhaiter la bienvenue et vous dire que ça, on souhaite surtout que ce soit une conférence débat et un débat avec vous tous. Sur un sujet qui nous tient à cœur et qui tient à cœur à tous les consommateurs et à tous les citoyens, c'est le sujet de l'alimentation, de la production, de l'avenir des productions, des territoires. Et on a choisi, donc pour ce premier forum Futur 21, le consommateur, acteur de notre territoire, ou du territoire. Car ce sujet, je vous le disais, il est au cœur du programme Futur 21 depuis son lancement. Je veux vraiment remercier Nicolas Chabannes de sa présence. Lui qui a innové en lançant, il vous expliquera comment il a procédé en lançant C'est qui le patron pour faire des consommateurs, en gros, des consommateurs et les rendre responsables de leur destin et de la relation avec les producteurs, qui reste un sujet toujours préoccupant. Et en tout cas, il y a des producteurs qui sont ici. Comment faire en sorte que le consommateur s'y retrouve sur la traçabilité, en même temps qu'on ait des tarifs suffisamment rémunérateurs pour les producteurs. On le voit bien, et ce sujet, on a beau légiférer, je crois que vous avez apporté une réponse très pratico-pratique. Alors, Futur 21, en deux mots, parce que je vais être très bref. D'abord, Futur 21, le nom suffit à lui-même. Futur parce qu'on est dans ce 21e siècle naissant, avec des mutations, des changements considérables. Une globalisation, qui peut inquiéter d'ailleurs un certain nombre de nos compatriotes, la révolution du numérique, du digital, la révolution des nouveaux modes de consommation également, hein. Vous avez vu l'arrivée de l'Internet, etc. Et donc cette révolution, on la vit, et beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment de la subir. Et puis 21, parce que Futur 21, c'est le chiffre de notre département. Évidemment, on aurait été dans Lyon, ça aurait été un peu plus compliqué, vous en conviendrez aisément. Mais là, 21 comme code d'or. Et donc, réfléchir et travailler ensemble avec les citoyens pour se dire comment on va se préparer dans les temps futurs pour ne pas avoir le sentiment de subir notre avenir, mais de devenir là aussi l'acteur de son avenir et en partant des besoins des citoyens. Donc, trois partenaires qui se sont mis autour de la table pour lancer cette procédure qui est assez unique, à dire vrai, en France. D'abord le département, permettrez que je le cite, le cercle entrepreneurs et territoires présidé par Jean-Philippe Girard, que tout le monde connaît. D'abord, c'est un chef d'entreprise aussi qui a projeté dans ses domaines d'intervention sa société dans le futur dans lequel nous vivons et dans lequel nous allons vivre. Et puis également qui était le président, vous le savez, des industries agroalimentaires de France et qui a une expertise dans tous ces domaines. Il est le président de Cercle Entrepreneurs et Territoires, donc je le remercie de son implication. Et puis le cabinet de conseil de loi de développement durable, qui est dirigé par Didier Liviot. Et donc ces trois acteurs ont associé une équipe de chercheurs de l'Université de Bourgogne pour se dire, ben voilà, sur un temps long, comment est-ce qu'on va impliquer les habitants dans cette transition sociale et aussi écologique pour leur permettre aussi, et ouvrir le futur pour leur permettre de se voir un avenir là où ils ont fait le choix de vivre et là où ils ont envie de forger leur histoire. Donc les modes de vie de demain, qu'est-ce qu'ils seront, comment ils le voient cet avenir, comment ils veulent qu'on apporte aussi à leur côté non pas simplement des solutions, mais qu'on prévoit aussi un environnement qui rende possible ce futur. Donc une conviction profonde, vous savez, on a toujours modélisé le développement. Un temps, on fondait l'avenir de la France sur ses métropoles. C'était un temps qui n'est pas si lointain. Puis on voit qu'il y a qui est même très actuel dans certains cas. Je ne parle pas forcément de la Côte d'Or. Et puis en même temps, on voit que nous nous retrouvons dans une situation absolument incroyable, c'est qu'il y a une aspiration de la population à la qualité de vie, une aspiration à mieux vivre, une aspiration à savoir ce qu'on mange, une aspiration aussi à faire attention à notre environnement. Et il ne faut pas croire que c'est un sujet mineur, en tout cas, ou d'expression à la mode, parce que on a eu, ou d'expression à la mode, parce que on vient de mener une enquête, nous, auprès des 24 000 collégiens de Côte d'Or. Vous savez, nous avons la chance d'avoir une tranche d'âge, et c'est la première fois où ils se retrouvent tous ensemble, et la dernière. Certains partiront vers l'apprentissage, certains malheureusement sortiront du système scolaire, d'autres partiront faire des études. Et sur ces 24 000 collégiens, on leur a demandé, mais vous, comment vous voyez votre avenir? Comment vous voyez
la Côte d'Or demain, et après-demain, quand vous serez vous-même adulte. Moi, j'étais très frappé par leur réponse. D'abord, le souci du global, notamment sur la préservation de la planète. Ça, c'est arrivé en tête de leurs préoccupations. Avoir une planète qu'ils puissent voilà, protéger, en tout cas éviter les drames auxquels on assiste quotidiennement. On parlait des plastiques tout à l'heure. C'est vrai qu'il faudrait qu'on prenne une initiative citoyenne, peut-être que vous allez l'annoncer ce soir, pour qu'on prenne la décision ensemble de ne plus acheter une bouteille plastique, ce qui réglerait quand même déjà au plan économique une question qui est centrale et dans laquelle le législateur essaye tant bien que mal. Donc, première préoccupation, la vision d'un monde global, la préservation de la planète, le changement climatique et ses conséquences, l'eau, la vie, la biodiversité. Et puis le deuxième sujet qui m'a frappé, en même temps qu'ils ont cette vision globale, planétaire, de l'avenir de notre Terre, en même temps ils sont extrêmement racinaires. L'attachement à leur terre, l'attachement à leurs racines. Alors certains me disent, oui, c'est peut-être un danger pour le futur. Je crois qu'au contraire, c'est une formidable chance. D'ailleurs, vous avez vu dans tous les mouvements de société qu'on a eus, crise des Gilets jaunes et autres, on a redécouvert, au plus haut niveau, qu'on était tous de quelque part. Ce quelque part, on a redécouvert la commune. Et lorsqu'il a fallu réengager le dialogue avec cette France qui était dans la rue, on a commencé par parler aux maires, à tous les maires de France. J'ai entendu pendant 20 ans de ma vie politique, on a trop de communes en France. J'ai toujours pensé exactement le contraire. Parce que quand vous-même, vous m'avez dit, vous êtes au pied du Mont Ventoux, c'est comment votre village, votre commune? Mormoiron. Mormoiron. Ben, vous êtes de Mormoiron. Moi, je suis de Vito. Ça vous parle peut-être pas, mais enfin, on est tous de quelque part. Et donc, cette idée même de la commune comme étant à la source de racinaire, je trouve que c'est une idée aussi voilà, moderne, d'avenir. Et que chacun, je le répète, se voit un avenir, l'a fait choisir. Alors oui, vous l'avez dit, trois grands sujets. D'abord, comment faire dans la sphère publique pour organiser le dialogue et permettre la prise de parole du citoyen dans ce dialogue? Vous-même, tout à l'heure, quelques-uns parlaient d'institutions. Moi, je ne supporte plus le mot institution. Nous ne sommes pas des institutions de conseil départemental. On est là avec les citoyens pour apporter des réponses et faire en sorte que, dans les compétences qui sont les nôtres, pas plus, mais pas moins non plus, on puisse voilà, forger le sentiment qu'on a un avenir à faire ensemble. Les élus, les citoyens, la population, les chefs d'entreprise, pas les uns sans les autres. Parce que c'est trop commode de chaque fois se chercher des coupables et des responsables. Comment on va créer les instances de dialogue avec les citoyens? Vous l'avez vu dans la crise des Gilets jaunes, impressionnant. Dès que l'un s'est voulu le porte-parole de l'expression des autres, vous avez vu comment la haine s'est déchaînée au sein même de tous ceux qui partageaient le même combat d'expression d'une colère. Donc ce sujet, il est central. Il est devant nous. Alors, dans la consommation, vous avez fait un travail exceptionnel. Moi, je vous admire, je le dis franchement. Maintenant, je vous admirerai encore plus si vous nous aidez dans une sphère citoyenne qui n'est pas simplement une sphère de consommation. Parce qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui a des envies, de l'attente, qui a le souci de ses enfants, qui a le souci de ses aînés. Il n'est pas simplement un consommateur, en tout cas, il ne faut pas qu'il devienne trop, mais il faut qu'il devienne davantage aussi, comme citoyen, un consommateur de la citoyenneté. Ça, c'est une question qui est devant nous. C'est la raison d'être pour laquelle on a choisi, avec François-Xavier Dugourc, que je tiens à remercier de son implication dans ces sujets, avec Jean-Philippe Girard et avec toi aussi, Didier, de vous associer et pour ce premier forum, de vous inviter. Parce que vous avez innové, vous avez inventé. Vous avez inventé pour mettre le citoyen au cœur de sa responsabilité, dans son acte d'achat. Alors si on pouvait inventer, nous, en Côte d'Or, un nouveau modèle qui permette de mettre le citoyen, d'en faire l'acteur de son destin de demain dans chaque territoire, ben je crois qu'on ferait avancer l'idée qu'on en partage, qu'une démocratie, une république, elle est là pour avoir des yeux d'expression violents, quand les choses ne vont pas. Mais en même temps, notre ambition, notre objectif, quand on est un vrai républicain, c'est simplement de se dire comment est-ce qu'on va se forger un avenir dans ce monde compliqué. Et comment on va associer les citoyens à un monde complexe avec de multiples interventions que nous avons à faire pour en faire des véritables citoyens acteurs de la prise de décision. Ça, c'est un sujet vraiment qui, pour moi, probablement est l'un des sujets les plus importants de la future démocratie à construire avec l'émission des réseaux sociaux qui, vous l'avez vu, sont la meilleure et la pire des choses.
la lutte qu'on essaye tous de faire contre les fake news. C'est compliqué tout ça. Vous avez rappelé vous-même que parfois des marques ont été injustement accusées parce que, voilà, on a fait flamber les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment qu'on trouve un nouveau chemin de responsabilité avec un monde en profonde mutation. Alors il y a eu des initiatives qui ont été prises. Voilà, le niveau d'acceptabilité, par exemple pour les personnes âgées, de l'émission dans la vie des gens, quand on va avoir son gobelet connecté, quand on va avoir ses chaussures connectées. Il va y avoir très vite un débat aussi qui, pour la personne âgée, va être de se dire mais comment on va préserver aussi ma liberté individuelle. Je veux préserver ma vie de personne âgée de l'intrusion. Alors pour me protéger, je veux bien l'accepter, mais jusqu'à quelle limite? C'est ce qu'on a conduit avec Orvitis, et sur 300, à peu près 300 familles qui vont nous dire ce qu'elles pensent par rapport à ça, se saisir des objets, ne pas s'en saisir, choisir. Et aider le citoyen à choisir, je pense que c'est aussi lui offrir un nouvel espace de liberté, et pas la liberté simplement pour dénoncer, parce que celle-là, elle est commode, c'est la liberté de construire. Et ça, c'est une responsabilité que nous avons tous en partage, les élus, les citoyens, les corps intermédiaires, les consulaires. Et puis le dernier sujet, il faut qu'on travaille aussi, on s'est doté d'un schéma d'adaptation au changement climatique. Vous savez, les climato-sceptiques sont de moins en moins nombreux, mais une fois qu'on a fait le constat des changements climatiques, c'est comment on va répondre à ces enjeux du futur. Il y a des endroits où on n'aura plus d'eau. On vient de faire une étude, nous, dans le département de la Côte-d'Or. On a beaucoup travaillé avec la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs eux-mêmes, pour qu'ils nous disent en proximité, là où il n'y avait plus d'eau en période de sécheresse, qui sont à place multipliée, afin qu'on ait une cartographie au plus près, à laquelle ils participent. Et il faudra qu'on apporte toutes ces réponses pour faire en sorte que la science aussi nous permette d'utiliser moins d'eau, moins d'intrants évidemment, mais moins d'eau aussi, d'apporter vraiment par la technologie une réponse durable à la société pour préserver aussi notre biodiversité. Voilà les enjeux qui sont devant nous. Bon, merci de votre présence en tout cas, c'est vous qu'on est venu écouter. Puisque vous m'avez dit que les élus devaient parler le moins que possible, je vais aller me mettre là-bas. J'ai déjà trop parlé, mais je voulais vous dire qu'on a envie d'avancer. Donc vous, aidez-nous aussi, aidez les territoires, aidez la France, aidez les corps intermédiaires à faire en sorte qu'on s'approprie notre futur, parce que ce sera notre seule chance de bien le vivre demain. Voilà, je vous laisse. Allez. Alors, bonsoir à tous. C'est vrai que je suis très heureux d'être là. On était cet après-midi à Genlis. J'imagine que vous connaissez Genlis. Moi, j'ai découvert Genlis autour d'une initiative citoyenne. Donc, moi, je suis venu vous parler, j'essaie de le faire autant que je le peux quand les agendas le permettent, de C'est qui le patron. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent C'est qui le patron. Ça me permet d'avoir un petit... vous bien évidemment, juste pour voir... là, voilà, d'accord. Mais ça, merci en tout cas là, pour cette information. Non, ce qui est incroyable, c'est que vous voyez, dans une salle comme ça, au bout de 2 ans, c'est une marque qui a été créée par les consommateurs. C'est une coopérative qui est la patronne, hein, c'est-à-dire qu'on peut devenir sociétaire pour 1 €. Et puis on n'est pas en face d'une aventure créée finalement par une famille de gens qui essayent pour les autres de faire quelque chose. Là, on fait tous ensemble des produits qui protègent les producteurs, c'était la première des raisons, et puis qui nous permettent de savoir ce qu'on a dans nos assiettes. Donc je vais essayer de vous l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, j'ai pas vu une brique de lait là-bas, non? Je sais pas, ouais. Parce que bon, la brique de lait ou la brique de jus de pomme permet de l'expliquer. Tiens, je vais la prendre. Voilà. Ouais, mais enfin, voilà, bon. Alors, normalement, c'est la brique de lait qui a fait le point de départ de tout. Mais vous avez le deuxième produit ici, c'est une brique de jus de pomme. Alors, voilà ce qui s'est passé dans notre petite histoire. Et je sais qu'il y a dans la salle forcément des gens qui ont participé à cet immense succès, donc ça me permet de vous raconter un peu les coulisses de l'histoire. Voilà. Donc en fait, il y a 2 ans, en novembre 2016, il y a une crise du lait, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, ça n'a pas tout résolu, hein, il faut bien prendre conscience de ça, mais ça a donné beaucoup d'espoir, notamment aux producteurs. Il y a une crise du lait, et à l'époque, on s'occupe, nous,
consommateurs des gueules cassées, c'est-à-dire les légumes avec les petits défauts d'aspect qui sont jetés parce que ils ont une forme imparfaite. Donc c'est toujours le cas, on s'en occupe toujours. Et puis le ministère de l'Agriculture, à l'époque, Stéphane Le Foll, le ministre, présente les gueules cassées à l'ONU en disant que c'était une initiative issue de consommateurs français qui pouvait faire bouger les lignes. D'ailleurs, ça a été le cas après. Il y a eu beaucoup de pays qui ont repris le principe. Et il y a un conseiller d'un ministre en fin de conversation qui dit Nicolas, côté consommateur, est-ce que vous n'auriez pas une idée pour aider les producteurs? Alors la question était étonnante parce que généralement, on s'imagine plutôt que c'est au conseiller de trouver des solutions, mais on a trouvé sympa aussi qu'il ouvre le débat. Alors je me rappelle avoir répondu à cette question par une autre question. Combien il manque sur un litre de lait pour que le producteur vive? Qu'est-ce qui lui manque sur un litre de lait? Est-ce que c'est 1 euro, 2 euros, quelques centimes? Et là, il y a une question qui est apparue, une réponse qui est apparue, 8 centimes. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut que vous ayez en tête que si vous rajoutez 8 centimes sur un litre de lait, au lieu d'avoir votre argent qui participe bien volontairement à un système où à l'autre bout, en dépensant cet argent pas facile à gagner, vous avez un producteur qui subit la situation, si vous mettez 8 centimes par litre, tout change pour le producteur. Et deuxième question qu'on avait posée, combien on boit de litres par an en moyenne et par habitant? 50 litres. Donc l'équation qui est apparue et qui a fait tout le succès, à mon avis, de la suite, par rapport à la pédagogie que ça a créé, c'est si je rajoute 4 euros de plus par an à mes achats de lait, je transforme un argent qui alimente un système qui ne profite pas au producteur de lait à un système qui donne le sourire au producteur de lait. Donc voilà comment, de simples consommateurs, pas de bureau, pas de doc Excel, pas de business plan, rien. La simple idée que sans doute on n'était pas les seuls à vouloir mettre 4 euros par an pour aider des producteurs de lait. Et là, il y a un outil qui nous a évidemment rendu service, que vous connaissez tous, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et cette force énorme, quoi. Hein. Un jour, on m'a donné une image, mais si 100 personnes envoient un message à 100 personnes, qui elles-mêmes envoient un message à 100 personnes, ces 3 niveaux donnent 1 million de personnes. Donc voilà comment, à un moment donné, les réseaux sociaux nous ont permis de poser la question. Est-ce que vous êtes prêt à faire une marque? Oui. OK. Après, on s'est dit, on en avait un peu marre d'arriver en rayon avec un prix plus cher, un prix moins cher, mais aucun moyen de savoir pourquoi réellement un produit était plus cher ou moins cher. Là, il y a une idée de Laurent Pasquier, qui est un des consommateurs à l'initiative de C'est qui le patron, qui a dit on va décomposer dans un cahier des charges précis l'ensemble des critères. Alors je m'explique. Vous aviez question numéro 1, quelle rémunération pour le producteur? Vous aviez donc le prix à 0,69, vous pouvez le retrouver sur Internet, ce questionnaire, et refaire le même chemin. 0,69, c'est le prix d'un lait pas cher. Mais évidemment, il n'a pas tout ce qui s'est retrouvé au final dans ce lait. Par exemple, est-ce qu'on laisse à ce prix-là la rémunération du producteur? Ça ne sera pas rentable, mais le prix ne bougera pas. Est-ce qu'on rajoute 4 centimes qui vont lui permettre de payer ses charges au moins? Là, le prix passé de 69 à 73. Est-ce qu'on met les 8 centimes de la discussion là qu'on avait eu au début? Oui. 69 égale, ça fait 77. Et voilà comment le prix, pour la première fois, s'est construit à partir de critères qu'on intégrait dans le cahier des charges nous-mêmes avec un regard direct sur le prix. C'est-à-dire qu'on n'était plus choqué par un prix sans comprendre pourquoi. Ce prix-là, qui a fini à 99 centimes, parce qu'au-delà de la rémunération juste au producteur, on a décidé tous ensemble d'enlever les OGM, 5 centimes de plus, de mettre des fourrages locaux, 1 centime. On ne l'avait pas dit que finalement c'était aussi abordable, évidemment, d'avoir des fourrages qui faisaient travailler localement et qui ne faisaient pas des milliers de kilomètres. Donc on est arrivé à un prix pour la première fois, 99 centimes. Et ce lait, alors la grande distribution a dit, mais attendez, c'est cher, hein? Mais cher. Par rapport à quoi? Le cahier des charges était le plus qualitatif de France, les producteurs retrouvaient le sourire, et au final, 2 ans et demi après, donc bravo à ceux qui ont donné un coup de main, parce que ce succès, il est collectif. On me dit que j'ai initié quelque chose, moi j'ai créé une étincelle de départ, mais les 110 millions de litres de lait
qui ont été vendus en 2 ans et demi. C'est bien, avant d'être vendus, ils ont été achetés par des gens qui ont bien voulu croire que ça avait du sens. Donc merci à ceux qui l'ont fait. Et c'est comme ça que cette aventure, sans pub, sans commerciaux, personne dans les magasins le matin qui vient mettre une influence sur le chef de rayon, c'est devenu la marque la plus vendue de l'histoire de l'agroalimentaire en tant que nouvelle marque. Alors c'est pas pour vous donner des chiffres glorieux, c'est pour vous dire effectivement qu'avec un peu de bon sens, des nouveaux outils comme les réseaux sociaux, une transparence totale, et on y tient, c'est-à-dire quand vous devenez sociétaire, vous savez exactement où chaque centime part. La presse me fait même dire mon salaire. Donc je joue le jeu de la transparence au maximum pour que chacun puisse mesurer la part d'effort à faire, mais dans une logique qui est collective et qui n'est pas individuelle. Donc vous voyez, c'est une marque qui vous appartient, comme à nous, la marque des consommateurs. Et à la question de Monsieur le Président, qui s'est mis, je ne sais plus où, mais bon. Ah non seulement vous êtes mis en écoute, mais pas au premier rang. Donc vous voyez, vous avez compris beaucoup de choses, je pense, là, depuis... Non, mais je plaisante, mais on n'est pas une aventure, évidemment, politisée, vous le comprenez bien. Mais j'étais très étonné, on a fait une conférence tout à l'heure avec la presse, on nous a dit, mais est-ce que ça ne peut pas basculer dans le champ citoyen? Alors un jour, j'ai expliqué ça aussi, on m'a invité dans une émission qui s'appelle l'émission politique sur France 2. Je me suis retrouvé avec uniquement des politiciens, c'est assez loin de notre univers, et on nous a demandé comment la politique pouvait bénéficier d'un succès. Finalement, c'était très compliqué. Donc là, comme j'avais absolument rien à dire, j'ai montré la brique pendant 1 minute en essayant de donner un coup de main aux ventes, parce qu'à l'autre bout, c'est beaucoup de producteurs qui se lèvent le matin avec le sourire. Il faut que je vous dise ça quand même. Avant la brique de lait, les producteurs, les familles gagnaient 20 centimes par litre. 20 centimes par litre. Chaque matin, me disait Martial Darbon, Martine Darbon, on se levait 7 jours sur 7, en sachant que notre projet de vie, c'était de perdre 120 € par jour. C'est absolument inacceptable quand on sait en plus qu'un producteur, et s'il y en a dans la salle, ils peuvent évidemment l'attester, c'est énormément de travail. Même si c'est passionnant, c'est pas possible de perdre sa vie. Et quand on a mis à 39 centimes la rémunération des producteurs, eh bien, il y a eu un très joli mot de Martial Darbon. Il m'a dit, tu vois, on avait des insomnies parce que on avait très peur que quelqu'un mette fin à ses jours. On en était là, on perdait de l'argent tous les jours et on allait dans le mur. Quand les consommateurs nous ont aidés, j'ai encore pas dormi pendant 3 nuits parce que j'arrivais pas à croire que c'était possible. Donc c'est vrai que je l'ai dit à la presse, mais il y a des insomnies plus faciles à vivre que d'autres. Voilà, donc c'est une aventure qui aide vraiment les producteurs. On co-crée les produits, on va vérifier que c'est bien vrai. Vous devenez sociétaire demain, vous irez avec nous. Le matin, on arrive à la gare, on ne connaît pas qui sont les gens qui sont là, parce qu'on ne se connaît pas tous. Mais c'est une force très bienveillante, tranquille, calme, moins militante que ce qu'on a vu récemment, mais finalement, on s'est rassemblés autour de notre bon sens, de notre envie d'aider, et évidemment, comment ça pourrait devenir un pont avec la citoyenneté. Alors là, j'avais pas de recette au départ, parce qu'on a fait un peu instinctivement. Je me garderais bien de vous dire qu'on a des solutions, mais l'humble témoignage qu'on peut faire, effectivement, et Monsieur le Président l'a dit, si la Côte d'Or devient le premier département, avec l'aide des partenaires, à décider d'impliquer le citoyen, ça peut être extraordinaire. Mais, vous m'avez autorisé à être très sincère et honnête, j'ai dit au président, attention à la petite erreur. Parce que la petite erreur, c'est que un parti politique, une institution, donne l'impression aux citoyens qui sont dans les histoires. Voilà. Ça ne marche pas. C'est l'équivalent des grandes marques qui vous font goûter des gâteaux l'après-midi pour essayer de vous demander si vous les aimez bien. Vous êtes dans un rôle vraiment d'instrumentalisation. Il faut réellement que ça parte des consommateurs ou des citoyens. Et si effectivement on maintient... Vous m'entendez ? Ouais. Si on maintient cette règle-là, alors à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez compliqué, mais je suis persuadé que le président peut y arriver, c'est que là on sort de l'idée qu'on est un politique qui doit absolument trouver des solutions, les amener un peu toutes cuites à des citoyens en grande attente. C'est ça le stress de l'homme politique, c'est de se dire si je ne fais pas ça, je ne vais pas être à la hauteur de mon mandat.
Ben, le monde aujourd'hui, vous l'avez dit, il s'est redimensionné. On ne pourra pas écrire une page de la suite sans qu'on profite d'une force phénoménale qu'on a tous, c'est la force collective. C'est quand même dingue d'imaginer qu'on a acheté pendant 40 ans des produits sans que jamais une marque nous demande ce qu'on voulait acheter. Ils s'étaient persuadés qu'on voulait le moins cher, quitte à détruire la vie de producteurs. Donc tout ça, ça part d'un rendez-vous possible. Mettons-nous tous sur Internet, rassemblons-nous autour de sujets clés, mettons-nous en face de notre bon sens collectif. La guerre d'ego qui a un peu tué peut-être les gilets jaunes, on peut y échapper si à un moment donné, on se rassemble autour de sentiments, d'idées et de valeurs, et pas de moments de vie où un chef va être contredit par un autre chef. Et sans doute, je peux finir là-dessus, si les citoyens que nous sommes ne sont pas infantilisés, un peu instrumentalisés, que réellement c'est à la mesure de ce qu'on est prêt à faire et que tout est clair et transparent et qu'on se sent vraiment à l'échelle de notre implication, alors là, oui, on peut l'annoncer. En France comme dans le monde, il n'y a pas une action politique menée par un gouvernement qui sera plus forte que la décision de citoyens de changer les choses. L'exemple concret du plastique que vous avez pris, si demain en Côte d'Or, tout le monde décidait pendant 1 mois seulement, avec sa carte bleue, ce qui est un fabuleux bulletin de vote, d'acheter moins de produits qui ont du suremballage et du plastique, en quelques semaines, la Côte d'Or deviendra le département qui préserve le plus l'environnement de cette terrible pollution qu'est le plastique. Vous voyez, donc il y a des actions finalement assez simples. Les réseaux sociaux, notre bon sens, l'idée qu'on est capable d'être intelligent, de comprendre la dimension globale des choses. Et plus, il ne faut plus qu'on soit infantilisé. Et c'est aux marques à le comprendre, c'est aux politiques à le comprendre, c'est vrai. Et j'étais pas du tout dans l'idée de faire un pont entre les deux mondes, parce que c'était, me semble-t-il, très distinct. Mais en fait, quand on y pense 2 minutes, il y a une chose qui rend commun les deux histoires, c'est notre volonté bienveillante de construire un avenir qui a du sens. Et ma foi, ce point commun, il est un socle fabuleux pour construire la suite. Voilà ce que je pouvais vous expliquer à travers la petite initiative qui est le succès avant tout des consommateurs partout en France. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, dans Forum 21, il y a Forum. Donc, l'objectif de cette réunion, ce serait vraiment qu'on puisse être dans l'échange, dans le questionnement, dans les réactions. Alors, on va commencer peut-être, si vous le permettez, par les réactions de Jean-Philippe Girard et de Didier Léviot. Jean-Philippe ? Merci François-Xavier. Peut-être. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, je suis toujours assez ému quand j'écoute Nicolas, parce que je vais tout vous avouer. Il y a 3 ans, j'étais dans mon bureau à l'ANIA, dont je présidais l'industrie alimentaire française. Hein. Le machin pèse à peu près 170 milliards pour vous situer. C'est là 43 milliards à l'export, 8 milliards d'excédent commercial. Donc on est plutôt fiers de cela. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, on est quelque part avec cette guerre entre agriculteurs, transformateurs, distributeurs, de tout tirer vers le bas. Et j'ai quelqu'un qui rentre dans mon bureau. Alors, c'était pas encore Nicolas, c'était Emmanuel Vasnex, et qui me dit: Jean-Philippe, il faut que je te parle d'un truc. Patron de la laiterie. Ouais. Il faut que je te parle d'un truc. Bon, je dis OK, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis il y a quelqu'un qui lance une initiative qui va nous bousculer très fort, mais il faut que tu l'écoutes, quoi. Donc on passe un petit moment, et je dois avouer que je n'y croyais pas du tout. Ouais, je dois le dire, parce que pour moi, c'était c'était certainement la solution, c'est ce qu'il fallait faire, mais je voyais personne prêt à le faire. C'était ça mon problème, c'était de dire: attends, comment je vends ça, quoi? Là, demain, je me retrouve en conseil d'administration avec 39 fédérations, 13 régions, comment je leur vends ce truc? Et Emmanuel me dit: écoute, c'est pas à vendre, c'est à acheter. Et je me rappelle juste la phrase de dire: voilà, c'est quelque part, en fait, on va changer le paradigme, parce que c'est à la mode, et on va dire quelque part, le consommateur, on a beau dire, on le manipule, on fait tout. Non, à un moment donné, il aime ou il n'aime pas. Il achète ou il n'achète pas. On peut lui vendre une fois, on peut jouer une fois, mais on joue rarement 2 fois avec nous. Avec vous, avec moi, c'est vrai, on peut se laisser avoir une fois. Mais... Et puis après, on parle un petit peu de cette brique
Et c'est qui le patron? Et je dis, ouais, quelque part, ça va pas être simple à remettre dans l'ordre. Et puis on a questionné le bureau de l'ANIA, qui est plutôt vigilant, et pour m'exprimer juste, prêt à ferrailler sur n'importe quel sujet. Et puis il y en a 3-4 qui ont embarqué. On dit, mais ouais, c'est peut-être intéressant faut aller plus loin. Voilà. Et il nous avait déjà fait le coup des fruits moches, et qui était une initiative extraordinaire, je vous assure. Quand on voit ce qu'on gaspille, quand on voit tout ce qu'on met au rebut à la poubelle, que ce soit au titre de la grande distribution, au titre des professionnels, mais au titre des consommateurs, on est vraiment là-dedans aujourd'hui. Hein, on est vraiment dans comment faire mieux. Et puis on a mis quelque chose, en fait, je me suis dit, pour pas aller dans un combat perdu, j'ai simplement dit en conseil d'administration, on va remettre le consommateur au cœur de notre action. Et là, il y a eu un silence. Qu'est-ce qui nous fait Girard? Qu'est-ce qu'il va encore nous mettre? Je dis, voilà, on va mettre le consommateur, et à chaque fois qu'on va prendre une décision, on va juste se dire, est-ce que c'est bien dans l'intérêt du consommateur, dans l'intérêt de la famille, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt de celui qui consomme? Et en quelques 6 mois, on a pratiquement réorganisé les priorités de l'ANIA. C'est-à-dire que plutôt que de tirer vers le bas, on a commencé à tirer vers le haut. Et puis cette initiative, on la regardait en même temps, on pointait. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Puis on voyait 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Et là, Emmanuel Masnec, qui quelque part conditionne ton lait ou le projet. Oui, c'est pas ton lait, oui, c'est vrai. Donc, enfin, quelque part, tu l'incarnes tellement que. Et quelque part, cette vérité, c'est-à-dire, ça marche. Ça marche et ça rémunère. Parce que moi, ma grande frustration, c'était de voir des producteurs, éleveurs et producteurs, céréaliers et autres, de voir ces gens ne plus gagner leur vie. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, pas gagner sa vie? Tu bosses, il y a une certaine fierté de son métier, et puis là, à la fin, comme tu le dis, tu le chiffres, en plus, c'est encore plus dur à vivre, c'est que tu fais du mieux que possible, et puis à la fin, tu ne gagnes pas ta vie. Tu peux juste nourrir ta famille. Donc là, on a dit, il faut qu'on bouscule tout ça, quoi. Et donc, quand tu as parlé de ce projet de loi où le président Sauvadet a évoqué cette loi alimentation, elle ne va pas tout résoudre. Mais je vous assure que c'est quelques nuits sans dormir. Hein, pour essayer d'organiser quelque part. Alors, on a parlé de ruissellement, j'aime pas trop parce que le ruissellement va vers le bas. Moi, je préfère que ça remonte vers le haut. Hein, mais aujourd'hui, il faut faire en sorte que notre agriculture soit dignement rémunérée de sa production. Hein, je sais qu'il y a des cours mondiaux, je sais qu'il y a des intervenants d'autres pays qui n'ont pas les mêmes règles, mais il faut se battre là-dessus, et il faut se battre avec le consommateur. Comme tu disais, ta carte bleue, oui, la carte bleue, si on fait tout ça, mais il faudrait que ce soit effectivement notre quotidien. Alors, je vais vous dire un petit peu la règle qu'on a instaurée, puis on se connaît maintenant. Moi, je suis sur 5 points, en fait. C'est toujours d'agir en se disant mieux produire, et quelque part mieux faire. Ça, c'est la première chose. Si on se met chaque matin en arrivant en disant je veux mieux faire, mieux produire, quel que soit son métier, hein, pas seulement l'alimentaire, je vous assure que c'est déjà une étape. Le deuxième, c'est mieux manger. C'est tout simple, hein, mieux manger, mais je crois que moi je suis du Haut-Jura, donc je peux le dire, le bien manger, le repas, c'était quelque chose de très important. Revenir dans le mieux manger, le mieux vivre, et je crois que la Côte d'Or s'y prête. Hein, quand je dis souvent avec le président Sauvadet, on évoque souvent cet écrin aux portes du Grand Lyon, du Grand Paris, du Grand Est. Enfin, je crois qu'on a un cadre de vie exceptionnel pour ceux qui bougent et qui vont un peu dans le monde entier. Je crois qu'on revient avec grand plaisir en Côte d'Or. Donc d'en faire un terrain d'expérimentation, je trouve que c'est excellent. Et puis, ces 3 mieux, effectivement, mieux produire, mieux manger, mieux vivre, on va aussi pas s'arrêter là, on va dire moins polluer et moins gaspiller. Et je vous assure, quand vous prenez les 5, et même dans ma propre entreprise, quand on prend ces 5 et qu'on demande aux gens s'ils réunissent bien ces 5 conditions pour avancer, ça donne de la fierté, ça donne du sens, comme tu l'as dit, très justement. Et voilà, donc c'est un peu ça l'action. Hein. L'action qui va être demain, c'est de faire de cette Côte d'Or, elle sait produire, elle sait transformer, elle consomme, elle vit bien, voire mieux que d'autres régions, mais il faut continuer, il faut s'inscrire dans ce 21e siècle. Moi j'adore ce futur 21 en fait. Je crois qu'on s'en est tous maintenant imprégnés, et il y a plein de projets à mener, et on va les mener avec vous, et par vous en même temps, parce que on n'est qu'une poignée, mais je vois qu'à chaque fois qu'on mène une action qui a du sens, on embarque des gens avec nous, et comme tu disais, 100 fois 100 fois 100, ben écoute, là ça se démultiplie une vitesse, et je souhaite vraiment que, pour moi qui ai vécu le national et qui veut vraiment adhérer à ce projet Futur 21,
Je voudrais vraiment qu'on en fasse quelque chose de vrai, quoi, d'unique, et qu'il soit copié demain par les autres départements. Voilà, donc moi, le sens de mon intervention, il est simple, c'est j'ai vécu cet alimentaire, j'ai arrêté parce que je trouvais qu'on tirait trop vers le bas, et on tirait tout vers le bas, et je vais tout vous avouer, j'ai même proposé au président de la République de maintenant tirer vers le haut, tirer nos filières vers le haut, et puis, puisqu'on a de l'argent, autant récompenser ceux qui font bien. Hein, on a beaucoup d'argent, hein, malgré ce que l'on dit. On a des banques qui ont du cash, on a des fonds qui sont prêts à investir. Mais voilà, lançons ce projet et écoutons ces projets qui marchent. Et puis donnons des moyens, accompagnons. Je crois que ce sera plus simple. Bon, voilà un petit peu la démarche d'accompagnement que je souhaite faire sur Futur 21. Merci Jean-Philippe. Didier ? C'est difficile de t'applaudir avec le micro en main. C'est vrai. Mais le cœur y était. Merci Nicolas, bonjour à tous. Moi, si je prolonge effectivement les propos de Jean-Philippe et de Nicolas, je vais les prolonger avec le point de vue qui est le mien, qui est que depuis bientôt 40 ans, j'accompagne ces questions de développement durable qui me tiennent à cœur depuis la première heure, si je puis dire, et que avec la conscience que j'ai pu avoir tôt de la nécessité de la modification profonde des modèles économiques qui vivaient sur la bête qui était nos sociétés, la planète, etc. Et qu'il fallait modifier les modèles économiques pour entraîner une modification profonde des rapports de l'humanité à l'environnement et des rapports de l'humanité dans sa façon de vivre entre elles, donc aux questions sociales. Il fallait pour ça réinterroger fortement la façon avec laquelle les entreprises travaillent. Et quand j'ai vu arriver ce que Nicolas nous a raconté, et l'expérience C'est qui le patron, et en réécoutant Nicolas aujourd'hui, alors que depuis quelques mois on travaille plus ensemble, il y a 4 points qui me paraissent importants à prendre en compte dans ce chemin qu'on essaye de faire depuis 40 ou 50 ans vers une transition qui s'impose à l'humanité. Le premier point, et tu n'as pas utilisé le mot, alors que tu l'utilises souvent Nicolas, c'est la notion de produit d'équilibre. Tu ne l'as pas dit aujourd'hui, mais cette idée-là, qui est celle de C'est qui le patron, elle est essentielle parce que moi, j'ai toujours essayé de pousser du côté du produit idéal. Le produit idéal, c'est le produit qui, à la fois, a une bonne dynamique économique, a une très faible empreinte environnementale et crée de bonnes dynamiques sociales. Voilà. Ce produit idéal, il est possible. Il y a plein d'entreprises qui montrent qu'on peut tendre vers. Mais ce tendre vers suppose d'être accompagné par les consommateurs. Et la notion de produit d'équilibre qu'a trouvé Nicolas, avec le questionnaire qu'il décrit, permet de mettre les citoyens consommateurs que nous sommes devant des choix. Et on va faire, avec ce questionnaire, le choix du progrès qu'on est prêt à payer. Et finalement, le fait que collectivement, des milliers de Français décident ensemble, au-delà de ce que peut faire un panel marketing, et ce qui est étonnant, c'est que ça ne marche pas de la même manière, décident ensemble quel est l'équilibre pour le progrès d'un produit, ça nous donne ce qu'est au fond, face à toutes les controverses agroalimentaires, notamment d'aujourd'hui, ce que doit être la bonne décision du moment. Et la bonne décision du moment, c'est ce qu'on est capable collectivement, en tant que citoyen consommateur, de porter dans l'articulation entre un progrès environnemental, un progrès social, un progrès de rémunération du producteur, et ce qu'on est capable de payer pour ça. Et ça, c'est vivant. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça crée des jalons. Alors pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas assez de recul. C'est un point dont on n'a jamais discuté ensemble, Nicolas, mais je pense qu'il n'y a pas assez de recul, puisque C'est qui le patron est une initiative encore jeune. Mais on pourrait se poser la question de savoir si dans 3 ou 4 ans, on refait le questionnaire sur la brique de lait, si dans 3 ou 4 ans, on refait le questionnaire sur le beurre bio, est-ce que le produit d'équilibre bouge? Je pense que oui. Parce que dans 3-4 ans, d'autres choses seront devenues importantes, d'autres choses auront été gagnées et ne seront plus à gagner. Et finalement, ce produit d'équilibre, je pense que c'est un produit vivant. Et c'est le produit du jalon, du chemin qu'on peut faire ensemble, entre entreprises, citoyens, consommateurs, pouvoirs publics, pour faire progresser l'ensemble de l'économie, que ce soit des produits agroalimentaires, ce que fait Nicolas, mais demain, des produits de mode, de cosmétiques, des produits automobiles, des services bancaires, etc. Et finalement, on peut réinventer ensemble ce chemin de transition que l'économie doit faire pour se réconcilier avec l'environnement et le social. Le troisième point que nous montre l'expérience C'est qui le patron, c'est celle de la massification. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure à la conférence de presse.
je pense qu'on a à peu près, ça va vous paraître sans doute excessif de dire les choses comme je l'ai dit, mais je crois vraiment qu'on en est là. On a à peu près tout le tissu réglementaire qu'il nous faut au niveau national, européen et mondial pour accompagner cette transition. On a à peu près toutes les réponses techniques. Bien sûr qu'il manque des choses et que la science a encore 1000 choses à inventer, etc. Ne me faites pas dire ce que je dis pas, mais on sait beaucoup de choses quant à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui et demain si on avait une baguette magique pour que ce monde change. Ce sur quoi on bute, c'est sur la capacité à ce que les énergies se mobilisent et qu'on change tous collectivement au même moment. Et ce que fait le politique depuis des années, c'est chercher ce moment d'équilibre où on va chercher à faire bouger une population. Et depuis 30, 40 ou 50 ans, on fait ça par le haut. Ça a marché au 19e siècle parce que les choses étaient claires, il n'y avait pas de controverse. Mais aujourd'hui, la science n'apporte plus toutes les réponses. Il y a des controverses et les controverses nous empêchent d'agir. Et par rapport aux controverses, il faut prendre les bonnes décisions du moment. Et ces bonnes décisions du moment, elles ne peuvent pas se prendre depuis le haut. Il faut qu'elles se prennent depuis le bas, dans un dialogue entre les citoyens que nous sommes. Et ça m'amène à mon 4e point, c'est que ces mouvements de citoyens, et on a vu celui des Gilets jaunes qui a été très intéressant, je trouve, parce que c'était vraiment l'expression d'une société qui exprimait quelque chose, mais qui l'exprimait une fois de plus contre. Et le pas qu'on doit faire, c'est de passer de exprimer les choses contre à exprimer les choses pour. C'est-à-dire les exprimer créativement, avec des idées qui sont des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Et là aussi, l'expérience de C'est qui le patron montre, c'est que C'est qui le patron a su mobiliser à l'échelle de 10 000 sociétaires, 11 millions de consommateurs, des énergies pour créer des produits nouveaux. Et là aussi, il y a une voie qui est intéressante. Donc si on combine la question de comment construire ensemble au fur et à mesure des réponses d'équilibre par rapport aux situations du moment et par rapport aux bonnes décisions du moment, qu'on sait trouver les conditions de la massification, parce qu'ensemble, on va savoir mobiliser nos énergies pour inventer des solutions plutôt que décrier les solutions du passé ou celles qui sont inventées par d'autres. Dans ce mouvement positif-là, je pense qu'il y a une mutation du monde qui peut s'enclencher et C'est qui le patron est une des initiatives les plus fortes qui montre que cette mutation du monde à enclencher est possible. Merci Didier. Maintenant, la parole est à vous. Toutes tes questions. Je t'en prie. Nathalie, il y a un micro qui arrive. Qui doit marcher. Sinon, non, qui marche. On est sans doute Nathalie, elle parle. Merci. Bonjour à tous. J'aurais quelques remarques parce que je suis productrice de lait en Côte d'Or et j'appartiens à la Fédération nationale des producteurs pour la région. Donc j'ai quelques remarques pour vous, Monsieur Chaban. Déjà, je vous remercie quand même au nom de mes collègues pour ce que vous avez fait pour eux. Mais comme vous l'avez fait, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour Martial Darbon et les 50 producteurs de sa coopérative dans l'Ain qui sont retrouvés du jour au lendemain sans collecteur. Donc leur lait était vendu, ce qu'on appelle en surplus sur le marché italien à 200 € la tonne, donc 20 centimes. Donc pour avoir vécu une chose similaire sur une partie du département, on sait en Côte d'Or ce que c'est et ce que ça peut impliquer au niveau des producteurs. Donc ça, c'est déjà bien à saluer. Cette initiative a eu au moins ce mérite. Et comme vous le disiez, la première préoccupation qu'on avait à ce moment-là, c'était vraiment de tous les matins pouvoir compter nos producteurs et qu'il n'en manque aucun. Et sinon, j'aurais juste une petite remarque. Dans votre exposé, vous avez dit que les fourrages étaient produits localement. Juste pour qu'on soit tous d'accord, pour dire que les fourrages au niveau de la Côte d'Or et la plupart au niveau de toute la France sont vraiment produits par les producteurs et ne sont pas importés comme on peut le voir dans d'autres parties du monde. Et ce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est que votre initiative a permis au niveau de l'interprofession laitière de créer un 4e collège, celui du commerce, on va l'appeler, avec des représentants de la grande distribution, souvent les moins virulents, et puis les crémiers fromagers, et ce qui permet dans les négociations d'avoir un poids autre
pour les producteurs, en plus des coopératives et des industriels privés. Et on aimerait, et moi, à titre personnel, c'est sûr que j'aimerais bien un 5e collège, je suis des consommateurs. Là, au moins, ça rééquilibrerait les négociations et ça serait pas mal. Et sinon, par rapport à Monsieur Girard, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, mais les 5 mieux, c'est un peu pour les autres. Moi, j'attends que l'ANIA et les industriels laitiers fassent quand même quelque chose, parce que les grands discours, ça fait des années qu'on en entend. Depuis moins de 10 ans, il y a 10 000 exploitations laitières en France qui ont disparu. Et ça, c'est intolérable. Et alors que c'est des gens tous les matins qui se lèvent, tous les soirs, tous les jours de l'année, qui sont derrière leurs vaches, et on n'arrive même pas à vivre du fruit de notre travail. Donc ça va, les beaux discours, c'est bien, mais à partir de demain, comme vous l'avez dit, vous allez travailler pour que ça s'améliore, pour tirer les choses vers le haut, et pas vers le bas. Mais là, vous avez du boulot, parce que vous avez beaucoup de vos collègues tirés vers le bas, il n'y a que ça qu'ils savent faire. Donc voilà, je voulais vous faire passer ce message-là. Et pour François, j'ai un petit mot pour toi quand même. Au niveau des canettes, c'est bien les bouteilles en plastique, mais les canettes en ferraille. Parce que ça, il n'y a personne qui s'en rend compte, mais nous, on les retrouve dans le foin, dans les ensilages, et ça fait crever les vaches. Une canette peut faire mourir plusieurs vaches. Et en particulier, honnêtement, il faudra que tu fasses un peu circuler l'info pour le Tour de Côte d'Or en vélo. Quand elle passe dans ton village, mais ce que tu peux ramasser après, ça, honnêtement, c'est intolérable. Voilà. Merci. Ça commence par ça. Action ou autre. Je vous en prie. Là-bas, madame. Bonjour. Bonjour. C'est une question pour Nicolas Chavannes. Bonjour, je suis Alexandra Guyon de la société Phoenix, entreprise spécialisée dans le gaspillage, enfin, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Je vous vois sur les réseaux sociaux. Pardon ? Je vous vois sur les réseaux sociaux. Ouais. Je suis une fan de la première heure de C'est qui le patron, à plus d'un titre, parce que je suis fille de paysans, de petits producteurs laitiers, et qu'on a connu aussi la crise du lait. En tout cas, je trouve cette initiative absolument géniale. La question que j'avais par rapport à C'est qui le patron, c'est quoi la prochaine étape ? J'ai regardé qu'il y avait presque d'une vingtaine de produits à l'heure actuelle. Quelle est la stratégie pour demain ? Et surtout, et une autre question aussi qui m'importe beaucoup pour avoir travaillé déjà sur les problématiques RSE dans une grosse entreprise, qu'en est-il en fait de la politique RSE de C'est qui le patron sur la transformation des matières premières, c'est-à-dire l'impact des usines et de la logistique notamment sur ces produits-là, qui potentiellement pourraient être aussi inclus dans les questionnaires. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire à tout le monde que pour être sociétaire de C'est qui le patron, c'est 1 €. Et après, vous pouvez donner votre voix pour les questionnaires. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, je pense que ça marche, le grand. Voilà. Merci, mais je suis ravi de vous rencontrer parce que c'est vrai qu'on se voit sur Internet avec ces fameux réseaux sociaux, mais on ne s'était pas parlé, je crois. La première question, c'est une vraie grande question. Alors déjà, je dois vous dire qu'on va y répondre tous ensemble, puisque le principe de C'est qui le patron, c'est que les sociétaires reçoivent chaque semaine des questions. Est-ce qu'on élargit le rayon de collecte des œufs parce que ça marche à ce point qu'on n'arrive plus avec les 150 km, est-ce qu'on mettrait 250 km ? Même ça, on ne le fait pas, nous d'office, on pose la question et on a une réponse. Pour les grandes orientations, il se passe la chose suivante. Si C'est qui le patron veut devenir une marque qui aide un maximum de producteurs, première idée, et qui permet de se réapproprier son alimentation, c'est pas en faisant 50, 100 produits, parce qu'on n'a pas envie d'être Coca-Cola, une marque de consommateur, c'est pas fait pour devenir un géant, c'est fait pour faire changer les choses. Voilà. Donc on s'est dit, on va faire combien de produits au final ? 50, 60, 100 ? Et c'est là où est arrivé. Alors c'est un grand débat, je sais, s'il y a d'autres sociétaires, je sais que tout le monde n'était pas d'accord, mais on a posé la question là. Est-ce qu'on va éventuellement, pour aller plus vite, poser à la façon d'un label, même si le terme il est un peu galvaudé,
les valeurs, les critères, le suivi, la transparence de C'est qui le patron sur des produits sous une autre marque. Alors je m'explique, voilà comment tout est arrivé. Nous étions à l'Élysée avec la conseillère d'Emmanuel Macron, qui annonçait à ce moment-là qu'il s'était inspiré de C'est qui le patron pour faire la loi alimentation. Et puis on les voit faire des photos dans les couloirs en disant « ça y est, le président a tenu sa promesse, le lait équitable existe ». Bon, une énorme récupération, mais bon, ça nous a permis d'avoir une photo de plus dans la presse. Et ce jour-là, il y a le président de Monoprix, Régis Schulz, qui est quelqu'un de chouette, parce que ce responsable de Monoprix, ce jour-là, il dit deux choses. Il dit Martial, je suis petit-fils de producteur, est-ce que je peux faire une traite un jour chez vous? Alors, il est venu. 6 mois après, il n'y avait pas de presse, il l'a dit à personne. Et il était là, donc c'était touchant pour nous de voir qu'il s'intéressait à autre chose qu'à des chiffres. L'humain avait du sens pour lui. Et ce qu'il a dit ce jour-là, c'est nous, Monoprix, on a du lait sous la marque Monoprix. Vous connaissez ça, les marques distributeurs, Leclerc, Carrefour. Il y a des yaourts Carrefour, du lait Monoprix, etc. Eh bien, on aimerait le passer en équitable. Mais finalement, si nous, enseigne, on le fait, on va nous dire oui, mais est-ce que c'est vraiment équitable? Il y aura une défiance, parce que ça, c'est quelque chose qui est fabuleux aussi dans le contexte actuel, c'est que les marques ont une immense défiance. Enfin, les consommateurs ont une défiance pour les marques. Et ce jour-là, il dit, voilà, j'ai 13 millions de litres. Si vous me dites oui, les consommateurs, pour mettre du lait C'est qui le patron dans mes bouteilles, j'ai 13 millions de litres qui passent équitable, qui passent de 310 € du 1000 à 39 centimes du 1000, 31 centimes à 39 centimes. Et c'est beaucoup à l'échelle d'une production. Et merci madame pour tout ce que vous avez dit. C'était très, très touchant. Et là, on est rentré au bureau et on a dit non, non, nous on est la marque du consommateur, on ne va pas commencer à mettre du lait dans une brique de Monoprix. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi on a fait cette initiative-là? Moi, à titre personnel, je me suis dit, tu vas te lever demain matin, quand tu connais la détresse des familles, vous n'imaginez pas ce qu'est la détresse des familles, mettez votre argent dans les produits équitables pour les producteurs. Eh bien, je me suis dit, c'est pas possible. Si on dit oui, il y a des dizaines de familles qui instantanément, du lundi au mardi, vont retrouver le sourire. Et voilà comment on a mis du lait C'est qui le patron dans une brique Monoprix, mais en disant bien à Monoprix, attention, on veut que ce soit signalé clairement, qu'on ira vérifier régulièrement que les centimes vont bien aux producteurs, que les OGM ont bien été enlevés, etc. etc. Donc c'était un choix important, mais on va poursuivre sur cette voie pour essayer d'avoir un maximum d'impact sur un maximum notamment de rémunération de producteurs. Donc je m'explique concrètement. Quand je dis on a décidé ça, si ça ne marchait pas ou que ça ne fonctionnait pas, on pourrait décider tous ensemble d'arrêter. Mais on veut que des produits et des fabricants qui font les choses bien, qui améliorent réellement les choses, qui ouvrent toutes leurs coulisses, qui nous permettent de venir voir ce qu'on veut au moment où on veut, pas la petite usine où on nous dit c'est à droite et puis le reste vous ne pouvez pas le voir. Si les gens jouent le jeu, hein, vous êtes bien passé pour savoir que les grands groupes sont comme ça en ce moment-là, les grandes marques, vous ne le direz pas, mais ils sont en train de se dire mais il se passe quelque chose de terrible quoi, pour elles. Hein. Je disais dans la conférence précédente que Danone au Maroc, la grande marque Danone, les Marocains ont dit on ne veut plus acheter cette marque, elle est française, on ne sait pas où va l'argent. En 4 mois, ils ont coupé en 2 le chiffre d'affaires de Danone, qui s'est retrouvé dans une situation dramatique. Et aujourd'hui, quelques mois après, Danone n'est plus au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. C'est extraordinaire. On a un pouvoir extraordinaire en tant que consommateur, et on peut l'exercer à la baisse, mais évidemment à la hausse pour des gens qui font les choses bien. Donc voilà comment on a pris la décision d'aller regarder dans les coulisses d'autres produits sous leur marque, et finalement d'aller voir s'il n'y a pas des choses bien qu'on peut vérifier. Et si tout est clair, à ce moment-là, on dira aux autres, on vérifie ce produit, vous pouvez l'acheter, parce qu'en faisant ça, ça va instantanément aider beaucoup plus de producteurs que si on attend, nous, de faire des copies de produits existants. Et dernier mot sur quelque chose d'important, donc je vais un peu griller la presse de demain, mais demain, on fait la présentation d'une appli des consommateurs, faite par les consommateurs. Vous connaissez tous Yuka. Eh bien, il y a pareil, Laurent Pasquier, qui est quelqu'un d'incroyable, a décidé, il y a quelques années, de faire le grand frère de Yuka, ça s'appelait Megu. Je vais être très court. Demain,
on va tous ensemble créer cette appli des consommateurs. On ne va pas encore arriver avec une recette toute faite, mais voilà ce qui va se passer. Vous allez aller sur l'application. Au lieu d'avoir « je scanne rouge, vert », ce qui est déjà bien, mais rouge, quoi? Rouge comment? Rouge pour moi, pour toi, bon. On va déterminer par des questions toutes simples, comme pour un questionnaire C'est qui le patron, un profil qui deviendra le mien. Est-ce que c'est important pour moi dans mes achats que le produit soit français? 0 à 100. Je le mets à 95%, c'est très important. Est-ce que l'impact sur l'environnement? 70% d'importance. Le prix? Est-ce que je veux le prix le plus bas à tout prix ou est-ce que je peux me payer autre chose avec de la valeur? Je dégrade à 40% l'importance du prix. En 8 questions, quelques minutes, vous venez de dire, moi voilà le profil de ce que je cherche. Et à ce moment-là, le yaourt, qui aurait été en 30e page, que vous n'auriez jamais vu parce qu'il ne serait pas sorti, parce qu'il n'avait pas payé sa pub au drive de machin, il va se mettre en face de vos attentes. Et vous allez avoir le yaourt qui vous correspond le mieux, qui défend le mieux votre argent que vous êtes prêt à investir. Peut-être un yaourt, c'est qui le patron, mais... Et en dessous, vous aurez 10 produits que vous connaissez, et on vous dira, ah, le yaourt Danone, 51%. Là, il y en a un qui est à 31% de vos attentes. Ah, il y a une petite marque, là, en Bretagne, qui est à 92% de vos attentes. Il faut que ce soit ce bon sens-là, cette pédagogie-là, ce lien ultra direct entre nos attentes, ce qu'on veut faire de notre argent, qui décide, et plus le marketing, la com et la pub. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Il y avait une deuxième question, c'était... Ouais, alors, pardon, mais c'est une autre énorme nouveauté qu'on va annoncer demain. Alors, c'est comme Laurent Wauquiez, je sais qu'il n'y a pas de journalistes dans la salle. Non, mais... Enfin bon, pas de commentaire sur ça. Ainsi, un petit commentaire. Mais je ne me rappelle pas qui est Laurent Wauquiez. Mais vous avez à gauche Didier Livio, qui est initiateur de quelque chose qu'on a découvert. Donc on s'est associé en partenariat là. C'est Osact, qui d'ailleurs est un partenaire fort du programme Agent Lys, que le président a eu la bonne idée de mettre en place. J'aurais jamais pensé faire autant de compliments à un président de département que ce soir. Non mais vraiment, non, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc, il y a une vraie sincérité. Mais on viendra contrôler hein, quand même que... Voilà, mais ça, voilà. Mais avec la nouvelle fonctionnalité, au-delà de mes attentes, on va pouvoir vous dire, et il en parlera mieux que moi, ce produit, il a fait des efforts, soit... Mais moi, en tant que consommateur, j'ai pas envie que ce soit un tour de magie d'un fabricant qui m'a fait un truc très joli pour me donner l'impression qu'il allait sauver la planète. Je veux savoir si l'usine ou la marque fait des efforts RSE en matière de transport, en matière d'écologie, de gestion de l'empreinte carbone. Et bien là, grâce à cet outil qui se connecte directement sur la comptabilité des entreprises. C'est plus du déclaratif, c'est qu'est-ce qui se passe réellement. On va pouvoir acheter un produit qui correspond à nos attentes, dont on connaîtra la face cachée finalement. Et ceux qui font des choses bien, il ne faut pas être négatif totalement, eh bien ils profiteront de notre adhésion, mais une adhésion qu'à chaque fois on ira contrôler et vérifier. Jamais on laissera quelqu'un simplement nous dire qu'il fait des choses bien. C'est bienveillant, mais c'est radical et important pour nous. Alors, je ne sais pas si Didier veut dire un mot sur ce formidable outil qui va nous aider énormément. Et tout ça, on l'annonce demain. Donc, évidemment, avec des consommateurs qui peuvent venir, si vous voulez venir demain à Paris à 18h, vous allez participer à la création de cette nouvelle appli des consos. Et le nom de l'appli, on peut le... Alors, il y a des journalistes. L'appli, pour l'instant, ça s'appelle l'appli des consos. Mais on n'a pas cherché très loin. Il y a des chances que ça s'appelle c'est quoi ce produit? Tu veux dire un mot sur la partie Non, tu as dit l'essentiel. Effectivement, l'idée, c'est que l'appli, comme le disait Nicolas, elle serve les deux niveaux sur le produit dont a parlé Nicolas. Et ensuite, à partir du produit, je remonte à l'usine et je sais
ce que fait l'usine sur le plan environnemental et social. Et cette usine, elle appartient à une PME du coin ou elle appartient à un grand groupe international. Et je remonte d'un cran pour savoir le groupe propriétaire de l'usine, qu'est-ce qu'il fait en RSE, positivement ou négativement. Et ça de deux façons. Soit de façon statique, c'est-à-dire annuellement à partir des données de reporting extra-financier que ces entreprises publient, vérifiées évidemment, soit de façon dynamique, quand la caution de C'est qui le patron aura été apportée sur un produit, les entreprises seront contraintes d'avoir aux actes, mais qui sera, vous n'entendrez plus le nom, puisque ce sera derrière l'appli des consos, ce sera un outil qui va être derrière l'appli des consos, et dans ces entreprises-là, vont automatiquement, puisqu'on va pouvoir aller capter leurs données automatiquement en permanence, les reporter dans l'appli pour montrer aux consommateurs qui achètent le produit comment cette entreprise progresse en matière de gaz à effet de serre, en matière d'équilibre salarial homme-femme, en matière, etc., sur toutes les grandes questions de la transition. Et vous voyez bien, enfin, ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, avec ce type d'outils et ce type de démarche, on contraint bien, en quelque sorte, à une évolution plus rapide des choses, qui est l'urgence des urgences. Par la transparence, parce que la transparence, c'est aussi un fil conducteur de C'est qui le patron. D'autres remarques, monsieur? Je suis content de voir qu'il y a plein d'initiatives pour aider les producteurs, mais ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein qui se disent producteurs, qui n'ont jamais été producteurs de leur vie, et ça, il n'y a personne qui fait rien pour les en empêcher, alors qu'il y a des fédérations de l'industrie agroalimentaire ou de la distribution qui devraient quand même, puisqu'apparemment elles sont pleines de bonnes intentions depuis quelques mois, arrêter de laisser les gens dire qu'ils sont producteurs, alors que le seul producteur qui existe, c'est celui qui a les pieds dans les bottes. Vous parlez de distributeurs? Oui. On aura pas le même avis avec Didier, mais enfin, je sais pas si moi tu veux répondre, mais moi je suis tellement d'accord avec ça, c'est-à-dire que, mais je m'inquiète pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelques temps, on en parlait encore tout à l'heure, les choses évoluent vite. Vous vous rappelez qu'il y avait une pub où il y avait une laitière qui nous donnait l'impression que le yaourt était fait comme ça. On a regardé ça pendant des années, bon. Ouais, on a peut-être cru d'ailleurs, mais enfin, bon. Et puis, mais là, c'est devenu insupportable. C'est-à-dire que le tour de magie de la com, qui consiste à te faire croire un truc qui n'est pas vrai, avec la capacité qu'on a à se parler entre nous, les réseaux sociaux, la dimension critique, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas moyen de demander aux voisins s'ils pensent comme vous, vous vous dites seul chez vous, je suis peut-être le seul à penser ça, je ne veux pas aller dans la rue faire une manifestation. Même si l'image n'est pas très bonne, parce qu'on peut faire des manifestations plus douces. Si à un moment donné, on est plusieurs à se dire, attendez, arrêtez de nous dire ça, parce qu'on n'est pas d'accord, et là je vous rejoins. Hein. Alors on a créé un outil, c'est une chaîne, avec nos humbles moyens, chaîne des consos et des citoyens. C'est sur Internet, et donc, voilà un sujet merveilleux, tu me pardonnes Didier, je sais que tu es sur le sujet, mais on va aller voir. Vous pourriez venir monsieur et dire, bah, écoutez, qu'est-ce qui vous permet de dire ça, quoi? Nous, producteurs, c'est un mot fort. Voilà, les consommateurs se rapprochent de nous. Et puis là, il y a une espèce de message qui vient comme ça, dire ah ben nous aussi, on est producteurs. Voilà. Mais moi, je partage votre avis. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Si, on parle de la même chose, mais peut-être que vous trouvez que ça change vite, mais moi, je fais partie des gens qui vivent de la vente directe. Et quand on veut se développer sur une agglomération comme Dijon, nous, on n'a pas de moyens de communication, alors que la grande distribution sort des millions tous les jours pour communiquer sur sa soi-disant de production. Et un Dijonnais, il n'y connaît rien, quoi. Donc quand un grand magasin s'installe au centre-ville de Dijon en disant on est producteur, on va vous fournir plein de bons produits, pourquoi il ne croirait pas? C'est là, vous avez raison. Quand je dis ça va vite, c'est mon optimisme un peu chronique, mais le bon sens des gens, notamment localement, je crois qu'à un moment donné, si vous exprimez, déjà ça démarre par là, est-ce que vous l'avez exprimé, si vous l'exprimez sur les réseaux sociaux, nous on vient avec notre petite chaîne, on vous filme, vous expliquez ça aux Dijonnais en disant écoutez, moi ça me pose un problème. C'est le début de la prise de conscience que peuvent avoir des gens, et cette petite vidéo qu'on va faire de vous, parce que vous en parlez bien, à une vitesse absolument incroyable, elle va se propager si ça a du sens, et vous allez voir une famille de gens qui ne savaient pas qu'il y avait un problème pour vous à ce niveau-là, se mobiliser, et peut-être qu'au final, ceux qui ont moins le droit de le diront moins. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on se serve maintenant de ces réseaux. Une image, il y a des producteurs de vin, alors on ne va pas citer l'enseigne, qui font
le cahier des charges souhaité des consommateurs, et au dernier moment, il y a une enseigne qui dit « j'arrête, je le fais pas ». Tout ça parce que c'était une nouvelle dame qui voulait pas marcher dans les chaussons de l'ancienne. Moi, je fais pas comme la dame après, enfin, le truc complètement débile. Tous les producteurs sur le carreau. On a fait une petite émission. Il y a Thierry Laval qui vient d'entrer, qui nous a aidé à faire la chaîne des consos. Et on a dit, pas nous, hein, les sociétaires, bonjour, voilà le problème, comme vous le faites là. On a créé un cahier des charges. Les producteurs se sont mis au diapason du cahier des charges. C'est incroyable. C'est un vin, c'est qui le patron, pas cher et très respectueux d'une culture. Enfin, moi, je vais vous faire la grâce de trop de détails. On a fait ce petit message. En 15 jours, c'était réglé. Parce que les consommateurs ont dit ça, c'est inacceptable. Dites-nous qui est le distributeur qui a fait ça. Bon. Il faut qu'on défende les producteurs. Et aujourd'hui, je reprends les termes d'une journaliste d'un JT de TF1, il y a certains messages sur Internet qui sont plus vus qu'un reportage télévisé. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ça. Si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est dire les choses comme elles sont. Avec les tripes, avec le cœur. En face, il y a des gens qui sont tout à fait prêts à le comprendre et à l'entendre. Il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus un média qui va dire « je débranche monsieur, je le mets ou je le mets pas ». C'est peut-être pas une solution, mais vraiment, je vous invite à le faire. Vous en avez bien parlé, et je crois qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui sont sensibles à votre message, donc il n'y a pas de raison que ça ne rayonne pas au-delà de ça. Une autre. Merci. Une autre remarque. Bonjour, Marie-Laure Delibes. Je fais des animations en maison de retraite. J'avais une question concernant les seniors. De quelle manière est-il possible d'initier les seniors à cette dimension des choses, compte tenu de la difficulté qu'ils ont à s'approprier les nouveaux outils? Et est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a des initiations qui peuvent être faites et être lancées sous votre égide pour leur faciliter l'acquisition de ces nouveaux outils? J'ai pas vraiment de solution, mais c'est le début des solutions de se poser la problème. Ce qui me semble, là c'est pareil, si on doit faire quelque chose nous, là je vais prendre mon téléphone tout à l'heure, on le fera si vous voulez, je vais le retourner et je vais dire voilà, on est face à quelque chose qui est une bonne idée, qu'on avait les seniors, qui ne sont pas au fait des outils et des réseaux sociaux autant que nous. Ils ont naturellement le même bon sens, un cœur souvent très grand, de la bienveillance. Pourquoi ils ne peuvent pas y participer? On vous lance une petite invitation. Prenez un moment. Allez vous mettre, vous, petit enfant, à côté d'un questionnaire. Et là, ça devient très simple. Vous avez la possibilité de recueillir, si c'est le cas... je vais le faire avec ma grand-mère qui a ça un an, tiens, qui habite dans l'Allier. Et voilà, je lui demanderai simplement, je donnais l'exemple des sardines, mais ça m'a marqué parce que tous les produits ont une histoire extraordinaire si on creuse un peu, quoi. Alors, mamie, est-ce que les sardines, c'est important pour toi qu'elles soient pêchées? Alors, on peut les avoir du bout du monde. Là, je vois 0,72 à côte française 0,74, mais c'est 3 fois rien souvent. Hein. Bateau identifié, 1 centime de plus. Bon. Peut-être que de façon assez pédagogique, et c'est un beau rendez-vous, tous les rendez-vous des petits-enfants ou des enfants avec leurs parents, ça reste une merveille. Peut-être qu'on pourrait faire ça et permettre à ma grand-mère, je sais que quand elle va ouvrir cette boîte de sardines et qu'elle aura choisi, que ce soit des côtes françaises, un bateau identifié, même s'il faudra lui dire le nom du bateau parce qu'elle n'arrive plus à lire, et qu'elle saura que c'est un beau lyncheur qui est venu avec un sonar, récupérer les sardines par en dessous, c'est pas 2 gros remorqueurs qui ont tout pollué pour tout récupérer. Elle, comme moi, j'imagine qu'elle les trouvera un peu meilleurs. Vous voyez, donc c'est une idée telle qu'elle est venue, mais voilà, on le fera tout à l'heure si vous voulez. Oui, cette question effectivement de l'exclusion, de l'e-exclusion, hein, elle concerne effectivement ces problématiques de consommation, mais pas seulement. Beaucoup de domaines, y compris les démarches administratives. Sujet aussi que connaît bien Emmanuel Coin, qui est président de la commission en charge des affaires sociales au département. Beaucoup de collectivités s'engagent aussi dans ce travail parce que pour nos aînés, mais pas seulement nos aînés d'ailleurs, parce que l'exclusion numérique, elle concerne toutes les classes de la population. On a un travail énorme à faire, et un travail certainement à faire ensemble. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Donc Bruce, moi je suis éleveur d'escargots, donc je suis habitué à tourner pas mal en rond. Donc j'apprécie votre projet, c'est vraiment, ça me redonne foi
en l'humanité, parce qu'on se bat. Moi, je suis très militant. Vous parlez des Gilets jaunes, qui d'ailleurs, vous parlez au passé, mais en fait, je pense que c'est toujours un peu au présent. Petite parenthèse comme ça. Il y a aussi des gens très constructifs dans ce mouvement, malgré ce qu'on voit à la télé. Et je pense que votre initiative, elle est superbe. Et en fait, vous avez les clés pour la politique de demain. Si vous demandez aux consommateurs en fait, de choisir, eh ben, en fait, ça s'appelle un référendum d'initiative citoyenne. Ça s'appelle un vote régulier sur divers sujets. Voilà, je pense que Monsieur le Président doit être au courant de ça. Et je pense que votre exemple fonctionne, puisque les citoyens, les consommateurs, en un mot, hein, les consommateurs comme les concitoyens en un seul mot, je pense qu'on est largement capable de prendre des décisions aussi bien sur ce qu'on veut manger, aussi bien sur la façon dont on veut construire la fameuse société. Et c'est vrai que je suis content de voir qu'il y a ces projets-là, parce qu'autour de ça, il y a toute cette novlangue qu'on entend un peu partout, cette langue de bois. Et je suis très content d'entendre d'ailleurs qu'il y a des millions, voire des milliards de dispos dans votre filière. Monsieur, c'est génial. Il y a des projets comme Ferme d'Avenir, où vous pouvez soutenir, vous l'avez peut-être déjà fait, mais soutenir des projets comme ça. La conversion des fermes, par exemple, on parle des OGM, du glyphosate, de toutes ces choses-là. Moi, je discute avec des collègues, des confrères qui sont dans la grande culture, et qui ont besoin, en fait, qui auraient bien envie des milliards dont vous disposez aujourd'hui, ou des millions, excusez-moi. Donc ce serait super justement de poser la question, comme vous l'avez fait sur ce projet-là, aussi bien même pour la politique, mais pour l'agriculture. Et vu les réponses qu'il y aurait, je pense qu'on irait bien dans ce sens-là, à ce moment-là, débloquer les fonds dont vous disposez apparemment, monsieur. J'espère que vous ne ferez pas trop de nuit blanche, en tout cas. Le collègue qui est à côté de vous. Hein, Non, mais c'est vrai. Je vous remercie en tout cas, c'est super votre initiative, merci. Voilà, mais je vais vous laisser répondre. Mais c'est vrai que cet argent qui est dans les caisses de tous les fabricants, groupes, banques, il faut juste se rappeler que c'est le nôtre, quoi. Donc c'est vrai que là, il y a un enjeu. À une époque, c'était pas tellement un problème. Maintenant, quand on voit Danone au Maroc, les actionnaires sont en train de dire aux responsables de marque, c'est urgent, trouver une solution, parce qu'on peut débrancher la prise comme ça s'est passé pour Danone au Maroc. Donc ça, je ne sais pas si vous avez un témoignage là-dessus, et je vais vous laisser expliquer tout ce que vous allez faire de bien à venir. On va copier C'est qui le patron. Mais je vous dirai un mot après. Non, plus sérieusement, je crois qu'il y a, vous l'avez évoqué par le lait, vous l'avez évoqué, moi, j'ai arrêté, hein, j'ai fait 2 mandats, je n'ai pas souhaité continuer pour cela, parce que, en fait, il y a eu pendant 20 ans, on a laissé s'installer des guerres. Hein, cette guerre entre distributeurs, parce que là, on a beau, je ne sais pas s'il y a des distributeurs dans la salle, mais je crois qu'ils auront du mal à dire non. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est une guerre entre distributeurs. D'accord ? Donc c'est une guerre des prix et des guerres de parts de marché, plus exactement. Et tout ça a tiré vers le bas. Alors, ça a tiré dans un premier temps du bas vers le haut, c'est-à-dire que quand on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir son fournisseur, on lui demande un prix. Hein, on lui demande moins cher, puis on lui demande encore moins cher, on lui demande encore moins cher. Puis quand on a fini de le traire, et c'est le cas de, je m'excuse de l'expression, mais elle est quand même là, après on va lui demander des promotions. Donc on va lui demander de faire des promotions, c'est-à-dire pour 10, tu m'en mets 12. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir de... Alors, on a fait 2 choses. On a, je peux le dire, parce que j'en fais partie intégrante, et ça m'a gâché des nuits, la loi alimentation. On peut dire ce qu'on veut, c'est sa première année d'application, mais quelque part, c'est d'enrayer et d'arrêter l'hémorragie. Je crois que si on a déjà réussi une chose, c'est que globalement, on a arrêté l'hémorragie. Deuxième phase, c'est de limiter les promotions, parce que quand on ne peut plus agir sur le prix, on agit sur la quantité, et là, ça tire encore vers le bas. Hein, c'est-à-dire qu'on a même vu une question de qualité de produit. On ne parle même plus de produit, on parle de promotion aujourd'hui. C'est-à-dire je disais que l'alimentaire est en solde permanente. On ne peut pas solder notre alimentation, encore plus française, donc il y a beaucoup d'argent. Et je vais vous dire, au plus haut niveau, j'ai proposé qu'en fait, on ne sanctionne plus, mais qu'on récompense. C'est-à-dire que chaque initiative comme celle de Nicolas, qu'on la récompense, qu'on l'accompagne. Alors, il ne veut pas d'argent, mais quand même, à un moment donné, c'est de dire, on a aujourd'hui 5,5 milliards sur le sujet agriculture. Voilà, c'est quelque part d'utiliser cet argent pour récompenser tous ceux qui vont tirer vers le haut. Alors, on a baptisé les contrats de progrès, on a des plans de filière. J'ai beaucoup travaillé, moi, sur le contrat stratégique de filière, je vous assure. Même si ça a été fait rapidement, il y a plein de choses intéressantes. Et la France ne gagnera pas vers le bas. Donc il faut vos initiatives, comme les escargots. Non, vous ne tournez pas en rond. Parce que demain, s'il n'y en a plus, ça va nous manquer. Voilà, donc il faut faire attention à cela. Il faut continuer à accompagner les filières. Il faut les faire grandir. Je vais parler très clairement, puisqu'il y a des agriculteurs, éleveurs, producteurs dans la salle. Oui, il faut chercher une alternative au glyphosate. Bien sûr. Par contre, on est face à un marché mondial. Est-ce qu'on le fait brutalement ? Non.
Par contre, aujourd'hui, voilà, il faut enclencher toute une recherche qui sera compartimentée. On ne va pas tout trouver dans le produit. On va trouver dans la technologie, on va trouver dans la production, on va trouver dans les intrants des solutions pour le remplacer. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une confusion de tout ça. On voudrait passer de tout industriel à tout bio. Et là, le prix, l'accessibilité au prix est importante. Donc, on va se battre. Oui, il y a de l'argent. Oui, il y a des moyens. Et chaque initiative, je vous assure, elle est aujourd'hui accompagnée. Enfin, je sais pas, il y a plein de producteurs, agriculteurs. Je pense que la France ne vous laisse pas tomber, au contraire. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Celle, par contre, dont tu parlais, Nicolas, et qui me semble la meilleure aujourd'hui, c'est que c'est des initiatives comme celle-ci qui vont bousculer tout le monde, qui vont bousculer des distributeurs, qui vont bousculer des industriels. Par contre, je vais peut-être vous faire peur, mais je n'ai pas envie de ça, mais il faut le faire quand même. C'est qu'il y a 3 acteurs, agriculteurs, transformateurs, distributeurs. Et malgré ce que l'on dit, les 3 sont en mauvaise santé. Et ça, c'est pas bon. Il y a des plans de licenciement qui arrivent. Je suis désolé. Il y a des plans de licenciement drastiques qui arrivent. Il y a des industriels. Alors, vous pouvez me prendre les 10 groupes mondiaux. Je vais vous secouer volontairement. Il y a 10 groupes mondiaux qui sont sur le marché mondial, qui gagnent très bien leur vie. Mais attention, l'agroalimentaire français, c'est 16 500 PME. Et je vous assure qu'ils rament aussi. Ils rament beaucoup et on doit les aider aussi. Donc, je suis pour aider l'agriculture, mais je suis également pour aider notre tissu de PME, de TPE, qui font un super boulot sur les territoires, qui évitent la désertification pour la plupart. Elles sont en zone rurale. Et ça, il faut les aider aussi, quoi. Donc voilà, échange, amélioration de la qualité contre accompagnement. Juste un petit mot pour monsieur. Vous avez raison d'y croire. Non, mais monsieur, avec pour les escargots, vous avez raison d'y croire parce que vraiment, je comprends. Hein, c'est un peu. J'imagine le sentiment de monsieur, c'est pas 2 petites phrases et une perspective qui vont résoudre le problème que vous avez. Mais en revanche, vous avez des partenaires extraordinaires, d'ailleurs ils sont dans la salle, amis producteurs, c'est les consommateurs. Rien n'est plus important pour un consommateur que le producteur, celui qui fait le produit. Tout le reste, et je me mets dedans, même nous, dans notre rôle, on se fout totalement des intermédiaires, de l'enseigne qui nous amène le produit. Est-ce que le producteur à l'autre bout a de quoi vivre? Parce que souvent, il y a une petite sœur directe de l'équité, c'est la qualité. Quand vous donnez des centimes en plus à un producteur qui gagne sa vie et qui a le moyen de vous faire un meilleur produit, tout le monde y gagne. Donc il ne faut plus que ce soit le marché qui décide qu'il faut le prix le plus bas pour aller dans le supermarché le plus proche. Il faut qu'on décide, nous. Donc c'est vrai que c'est ça. Et un petit mot incroyable sur les efforts, le beurre bio est arrivé sur le marché. C'est qui le patron? Dans le questionnaire, on a dit, est-ce qu'on ne rajouterait pas des centimes pour aider la conversion bio? Les 2 ans où un producteur a toutes les contraintes du bio sans la rémunération du bio. Toute la grande distribution nous a dit, mais vous plaisantez, les gens ne vont pas rajouter des centimes pour aider le bio de demain, ça ne marchera pas. 15 centimes ont été votés. Est-ce que ce beurre bio est devenu un beurre vendu dans les épiceries Bobo à Paris? Non, c'est le beurre bio le plus vendu de France. Voilà comment les consommateurs, quand on nous pose la question, sont capables d'exprimer autre chose que la grande règle habituelle du prix le plus bas. Donc il y a un vrai espoir, mais faites ce mariage-là. Renversez vos téléphones, mettez sur les réseaux sociaux le fait que vous êtes à Dijon, parlez aux gens autour de vous, vous verrez qu'il n'y a personne qui se mettra entre ce rendez-vous-là du producteur et du consommateur. Peut-être Vincent Lavier, oui, président de la Chambre d'agriculture. Merci. Moi, je voudrais aborder le sujet de la valorisation ou du manque de valorisation des produits agricoles. Je m'explique. Moi, j'ai toujours eu dans l'idée que ce serait plus facile de valoriser un produit qui subit une étape de transformation relativement importante, donc où la matière première pèse très peu dans le prix du produit final, alors que finalement, aujourd'hui, on doit faire le constat qu'on n'y arrive pas. Je vous donnerai des exemples. Et vous, à l'inverse, vous partez d'un lait qui finalement subit très peu de transformation, sur lequel vous arrivez à coller une valorisation supplémentaire très intéressante pour le producteur. Alors que dans mon idée, ça devait être le contraire. Je vais vous donner l'exemple de l'orge. On est dans un département où on fait beaucoup d'orge destinées à la brasserie. L'orge, dans le prix final de la bière, ça doit peser entre 3 et 5%. Donc si on payait l'orge beaucoup plus cher aux agriculteurs, 20% de plus, comme vous le faites pour le lait, ça ferait 1% de plus sur le prix de la bière. Et ça, on n'y arrive pas, on est infoutu d'y arriver. On sait juste vendre l'orge au niveau du prix mondial.
Alors moi, il y a un truc qui m'échappe. Est-ce que vous êtes capable de nous donner des éléments d'explication sur ça? Alors ça, c'est une sublime... voilà, c'est l'acte 2. C'est ce qui s'est joué. C'est un producteur, Benoît Filoche, qui a interpellé Emmanuel Macron quand il était en campagne en disant « Mais mettez de ce lait, comme les matières premières de base, en ingrédients. Étendez le marché. Parce que si demain, vous avez un produit qui est fait avec du lait équitable, des œufs équitables, il ne va pas doubler de prix. C'est ça ce que vous dites justement. Mais cette bière, elle n'existe pas parce qu'on n'a jamais posé la question. C'est-à-dire que si à un moment donné, sur une bière, je sais que 1 ou 2 centimes vont directement au producteur, et des gens comme moi, des consommateurs le vérifient, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, je vais avoir un plaisir plus grand encore de boire cette bière parce que j'aurais investi mon argent dans quelque chose qui me... On peut être un Superman du monde moderne pour quelques centimes de plus, quoi. Il ne faut pas s'en priver. Maintenant, c'est vrai qu'il faut tout tracer, être sûr que ce n'est pas de la com, vérifier que les centimes vont bien au producteur. C'est ce qu'on a essayé de faire à notre niveau, mais c'est une c'est même pas une idée parce que nous, on l'a démarré, ça y est. On a fait, par exemple, un yaourt avec du lait équitable. C'est en train de se mettre en place. Mais vous avez raison. C'est ça qui va faire que tout va s'accélérer. Et juste pour finir là-dessus, le lait, c'est 4 € de plus par an, à cahier des charges équivalent. Hein. On était chez Le Sieur. Tout le board de Le Sieur, que après j'ai revu. Bon. Et là, je leur dis, mais pour le colza, combien ça rajoute à 1 litre d'huile si on paye bien les producteurs de colza? Tout le staff de Le Sieur ne savait pas. C'est quand même étonnant de ne pas avoir fait cette... On a fait le calcul en réunion. J'ai dit, bon, de façon bienveillante, j'ai dit, non, mais on ne part pas d'ici sans que vous n'ayez pas. Ils ont pris les calculettes, ils ont regardé. 9 litres 5 par an. Voilà la consommation d'huile. Si on la paye au prix équitable aux producteurs, c'est 1,20 € par an. C'est-à-dire qu'il faut, nous, consommateurs, qu'on aille rechercher cette info, qui nous permet de mesurer ce qu'est l'effort à faire, parce que ce n'est pas, un produit qui rend le sourire à un producteur à l'autre bout, je ne le paye pas cher quand je le paye ce prix-là. Je voulais juste souligner ce que disait Nicolas tout à l'heure, parce que pour bien répondre à votre question, il faut la relier à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire que si C'est qui le patron fait une bière, avec le mécanisme C'est qui le patron, il va y avoir un certain nombre de producteurs d'orge qui vont mieux en vivre. Mais en volume, sur le producteur d'orge français, ça règle une petite partie de la question. Donc, à la question tout à l'heure que posait Madame sur la stratégie de C'est qui le patron, à laquelle Nicolas a répondu, on va aussi s'occuper de regarder comment, à partir des méthodes, de la marque C'est qui le patron, etc., on peut pousser à l'évolution d'un certain nombre de grandes marques. Si C'est qui le patron fait les deux, il y a 1, créer sa bière, et 2, pousser Heineken à bouger, là, on a un effet sur l'orge qui devient intéressant. Ouais, et sans jamais faire caution des grandes marques. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on servira de caution à des grandes marques qui font un peu de communication. Jamais. Je l'ai dit clairement autant que j'ai pu. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on ne me laissera pas faire. De toute manière, ce sont des votes collectifs. Donc, c'est facile pour moi de le dire. Oui, notre remarque. Merci. Ah, pardon. Non. J'aurais voulu compléter ma question. Ah, pardon. Puis après j'arrêterai. Un sujet qui est aussi d'importance pour notre département, c'est celui de la viande. Donc on est quand même dans un département avec une grosse zone de production vache allaitante, donc destinée à la production de viande, une viande qui est plutôt de qualité, qu'aujourd'hui malheureusement on n'arrive pas à valoriser non plus à sa juste valeur, et on est incapable d'assurer une rémunération correcte aux producteurs. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez déjà réfléchi et qu'est-ce qu'on entrevoit comme porte de sortie? Rapidement, il y a un steak haché qui existe, un steak haché 5%, 12%, 15% avec le taux de matière grasse. Il est un peu plus cher. Là, je ne connais pas la consommation de viande moyenne par an, mais on a découvert, mais je vous assure c'est des journalistes qui nous ont fait découvrir ça. En fait, le cahier des charges voté par les consommateurs, c'est le cahier des charges le plus qualitatif de France. Dans le steak haché, il y a uniquement des pièces nobles qui ont vu au moins 6 mois de pâturage. Bon. Et ça n'a pas non plus décuplé le prix. Donc, le produit existe. On se bat beaucoup parce que je sais qu'il y a des producteurs, notamment les jeunes, c'est une catastrophe. L'élevage, c'est tellement dur, notamment pour les jeunes qui s'installent. Donc, on l'a fait. Après, voilà, on essaye de le faire connaître.
C'est pour ça qu'on a fait la chaîne des consos, parce qu'on veut avoir, pas notre média, on ne se prend pas pour TF1, mais on veut avoir le moyen de faire passer une image propre avec un son acceptable sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mais là, on est avec des gens de la région du Forez, là, ouais, les éleveurs. Encore une ou deux questions? Je vous en prie. Pascal, on m'entend ou pas? Ouais. Pascal Pia, jeune entrepreneur, futur entrepreneur pour monter mon entreprise à Dijon. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour pousser le débat un peu plus loin, il y a juste une chose qui me gêne dans les questions que vous posent les premiers intéressés, que sont les producteurs d'escargots, d'orge ou n'importe quoi. C'est qu'avant de demander, à mon avis, à Nicolas, je suis très anglo-saxon, donc j'utilise les prénoms, moi c'est Pascal, enchanté Nicolas. Avant de demander des solutions à Nicolas, en fait, je pense que le message, et qui est dans le courant de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui fait partie des statuts de SCIC ou SCOP, etc., sur lesquels vous avez passé C'est qui le patron. Pour anecdote, et je vais faire du politiquement non correct, je suis de droite, capitaliste raisonné, libéral raisonné. Et l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas des gros mots, c'est simplement remettre l'homme au cœur des décisions, on se prend tous en main, et avant de lui demander des réponses, il y a aussi de votre propre initiative, c'est-à-dire, c'est pas pour faire de l'antipub à C'est qui le patron, mais je pense que votre rôle pourrait être sympa de vous voir dans des mouvements comme le Moves.org, qui sont des syndicats d'entrepreneurs sociaux et solidaires, où en fait tout le monde est là, ils font de la pharma, moi je vais faire du laboratoire de recherche appliquée à Dijon, enfin on est sortis de tous d'horizons, et on s'enrichit les uns les autres, et que vous, en tant que tourneur en rond élixéen, producteur d'escargots, vous de l'orge, attendez pas des réponses de C'est qui le patron. Faites vos initiatives, prenez exemple, faites des mouvements parallèles. Et l'imbrication des réussites individuelles fera forcément la révolution collective. Et c'est juste, je terminerai là-dessus, de la politique. Je en connais, Emmanuel Coin, François-Xavier Dugour évidemment, notre président François Sauvadet, c'est juste remettre le bon sens et la politique au sens vie de la cité. On n'a pas besoin, pardon Monsieur Girard, même si vous faites plein de choses sur l'innovation dans les branches céréalières, etc., moins on aura d'intermédiaires, mieux le citoyen se portera. Donc vous, en tant que mouvement d'Elix, faites des initiatives de chaîne YouTube, ça coûte 0 centime d'euro, et vous pourrez parler. Moi, je communique sur mon projet sur les réseaux sociaux, je suis des MOOC qui sont sur Internet, je vais plus loin dans le débat, qui sont des formations de niveau universitaire délivrées par des professeurs de l'ESSEC pour 0 centime d'euro. En gros, chaque acte citoyen est possible à partir du moment où on prévient que chaque citoyen peut le faire. Il est juste là le problème. C'est qu'on a incité les masses, vous parliez d'effet de massification, où on a entretenu l'inculture, la méconnaissance, etc. Et heureusement qu'il y a des initiatives comme vous. Mais avant de l'utiliser, que chacun fasse son initiative en suivant le parallèle. Et ça serait bien qu'on vous voit des conférences du Moves, etc., où il y a des choses sociales et intellectuelles à échanger. Bah nous, merci. Alors, merci parce que tout ce que vous avez dit est passionnant à l'inverse. Voilà, je vais vous le dire depuis ici. Mais nous, on fera. C'est qui le patron, hein, à moins que ça soit décidé, mais on fera jamais de politique. C'est une initiative. Bon, dès que ça devient un peu plus périphérique, voilà. Mais ce que je peux vous dire, je m'étais juré de ne pas le dire, je vais quand même le dire. Pour la partie politique, on nous a posé la question. Mais est-ce qu'il n'y a pas un pont et ça? Donc on n'en fera jamais, C'est qui le patron. On le redit. En fait, j'ai repris les 4 règles qui avaient permis une part du succès de C'est qui le patron. Et je me suis dit, peut-être que ça pourrait marcher en politique. Alors je m'explique. Au lieu d'avoir des programmes absolument impossible à lire en entier, parce que je ne sais pas si vous avez lu beaucoup de programmes en entier, je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est... Voilà. Ok, on co-crée. On va se mettre en situation de comprendre déjà ce qu'on nous propose. Bon, 1. 2, là on est dans C'est qui le patron. Numéro 2, il faut absolument, je l'ai dit à Yannick Jadot, le patron des Verts, qui me posait des questions là-dessus, vous devez ouvrir les coulisses de tout ce que vous faites. C'est pas une fois tous les 5 ans. Amenez les gens partout où vous allez. Mettez-nous au niveau des réunions, notamment avec les lobbies. Un jour, j'aimerais bien en parler aussi avec vous. Non, mais, c'est-à-dire que, parce que vous savez, bon, là, je vais faire un 2 entre parenthèses, mais, alors là, c'est filmé en plus, hein, non? C'est ça? Bon, je sais bien, voilà. Non, mais, les lobbies, je vais faire un truc un petit peu caricatural, mais c'est un peu ça. Monsieur X, vous avez une grande entreprise de laiterie. Il y a un drame côté producteur. Il faut que vous donniez 10 centimes de plus. Ben oui, mais dit le lobbyiste, comment, vous vous rendez compte? Ça va nous coûter 200 millions d'euros par an.
Je ne peux pas, sinon, ou alors il faut que je débauche des gens. Donc il y a le chantage à l'emploi qui se met en marche. Et là, tout ministre qui soit a tendance à se dire oui, bon, bah, ok, merci, au revoir. Mettez des citoyens dans cette réunion. Excusez-nous, monsieur, vous venez de dire donc que vous ne pouvez pas augmenter pour que des producteurs gagnent leur vie avec notre argent parce que vous protégez. Mais nous, on n'achète plus vos produits. Vous allez voir comme les choses peuvent changer. Voilà. Donc c'est aussi en reprenant cette dimension-là, mais de façon bienveillante et sympa. Donc on co-crée. 2, on est dans toutes les réunions. Et on va d'ailleurs, c'est pas que du flicage, on va parler de tout ce qui se passe de bien. Troisièmement, il faut qu'on puisse mesurer ce qui se passe. Nous, la brique de lait, on a publié la courbe qui montait, c'est-à-dire qu'il y avait 5 millions rêvés, 100 millions réalisés, et en achetant ma brique de lait, ce que vous avez peut-être fait, je participais à avoir cette courbe qui était un succès incroyable. Il faut qu'on puisse mesurer et qu'on puisse nous dire si la Côte d'Or achète moins de plastique, donnez-nous les chiffres pour qu'on puisse se rendre compte qu'évidemment, il y a moins de plastique en retraitement. Ça, c'est le 3, c'est mesurer. Et le 4e, ce n'est pas une condition, c'est une conséquence. Si tout est transparent, si tout est clair, alors là, on se met tous individuellement à relayer une ligne de programme en achetant moins de plastique. Il n'y a pas besoin de grands discours pour que, évidemment, vous vous rendiez compte qu'on sera 1000 fois plus efficace, mais accompagné par les politiques. Mais ils seront accompagnateurs d'une énergie irremplaçable qu'ils n'incarneront jamais, celle des citoyens. Et c'est à portée de main, puisqu'on le voit avec cette petite brique de lait, des choses sont possibles. Encore une dernière question, sachant qu'on pourra poursuivre autour d'un... Bonsoir Romain, donc j'habite à Beaune. Donc vous parlez d'initiative, justement, je suis porteur d'une initiative à Beaune. On est en train de lancer une coopérative de consommateurs. Donc en zéro déchet, zéro plastique. On n'en a pas beaucoup parlé, enfin un petit peu, mais nous en tout cas on remet la consigne en place. Et donc le projet est lancé depuis 2 mois. On va s'inspirer de vous sur les vidéos par rapport aux producteurs et par rapport au niveau local, même les restaurateurs sur de la cuisine, sur des produits de saison. Parce qu'effectivement les gens achètent des tomates au mois de mars, mais on a d'autres légumes au mois de mars, donc il faut leur montrer aussi, éducation populaire, leur montrer comment faire une petite salade avec tel ou tel produit. À ces symboles-là. Donc l'initiative est lancée, ça s'appelle la COP des sources. Et, comment ça s'appelle ? La COP des sources. Et donc nous n'inventons rien, nous revenons simplement à la source. Merci. Bravo. Ouais, non, mais voilà, mais bravo. Juste un mot pour vous dire qu'il y a beaucoup d'initiatives effectivement qui sont en train de naître. Et surtout, nous on va essayer de les rassembler. Vous pouvez nous appeler aussi parce qu'on va essayer de faire de la promo à toutes les initiatives qui permettent de tirer les choses effectivement vers le haut. Voilà. Bon. Je crois qu'il y a encore une merci. Une dernière question, la dernière. Merci beaucoup. Donc Pauline Cousina, je suis présidente de l'association Les Paniers Bio de l'Eldo, donc c'est une petite AMAP sur Dijon. On parle beaucoup d'achats français avec votre témoignage. C'est bien, mais moi je me dis les circuits courts, c'est une bonne chose aussi parce que ça permet de protéger nos sols, ça permet de protéger notre eau et ça permet du coup de prévoir le futur et de ne pas détériorer notre environnement. Et ce que j'observe, c'est que pour pouvoir acheter des produits locaux sur la Côte d'Or, eh ben, il faut la plupart du temps sortir des sentiers battus, sortir des circuits de grande distribution. Et ce n'est pas facile pour les consommateurs de se transformer en consommateurs. Il faut avoir le temps, il faut avoir la disponibilité d'esprit et tout le monde ne peut pas l'avoir. Et là, quand je vous entends tous, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on lance une marque pour la Côte d'Or ? On produit de la viande, on produit du lait, on produit du colza, on produit de la farine, on produit des œufs, on produit du fromage. Quand est-ce qu'on commence ? Alors là, je vais laisser répondre les gens du département. Mais nous, on sait, au niveau de C'est qui le patron, que la suite, c'est qui le patron localement. Alors vous pouvez, si ça vous intéresse de faire un C'est qui le patron local, en rassemblant, en resserrant le tissu, et en ayant encore plus d'ailleurs de dynamisme, parce que vous allez parler de gens qui sont à quelques kilomètres, vous êtes les bienvenus, parce que cette marque, encore une fois, elle appartient, là j'ai vu qu'il y avait 4-5 sociétaires, donc ils sont déjà trop nombreux pour que je puisse prendre la décision tout seul. Mais...
voilà un projet pour... Merci Nicolas. Un tout petit mot en conclusion, si vous le permettez, déjà pour vous remercier d'être là, mais au-delà de ça, d'avoir participé très, très activement à ce premier forum. Et puis au-delà de ça aussi, pour toutes les initiatives qui ont été décrites par vos interventions, qui montrent que la grande richesse de ce territoire dont on ne doute pas, et cette force collective des producteurs, des consommateurs, qu'il est important évidemment de mettre en mouvement. Je voulais remercier au nom de tous Didier Livio et Jean-Philippe Girard pour leur participation, mais également au programme Futur 21. Remercier également en votre nom Nicolas Chaban, parce que on vous avait promis effectivement quelque chose de dérangeant, de décapant. Son initiative l'est, sa réussite l'est aussi, mais ses propos, je crois qu'elle donne à réfléchir à beaucoup, y compris dans la sphère politique, mais enfin dans toutes les sphères. Donc merci beaucoup pour ces apports. Vous dire aussi que Futur 21, ce sont des forums, et il y en aura d'autres. On vous invitera à d'autres forums d'ici la fin de l'année. Ce sont aussi des actes, des actions, et une série d'actions qu'on est en train de mettre en œuvre avec la volonté d'associer le citoyen et le consommateur. On a peut-être encore des progrès à faire. Et ce que vous nous avez dit ce soir va nous permettre d'agir. On a des choses dans le maintien à domicile des personnes âgées avec Orbitis. On a un superbe projet à Genlis autour de la consommation d'énergie impliquant les citoyens. On a un très beau projet autour du canal de Bourgogne, des maisons inclusières, avec toute une série de porteurs de projets. Et puis on a un projet, madame, vous parliez de produits Côte d'Or, on a un projet autour de la baguette Côte d'Or. Et évidemment, on va associer les producteurs, bien sûr, mais également les consommateurs. Merci à tous. Un dernier mot, c'est la consommation. On en a beaucoup parlé. On va passer maintenant aux actes, si vous le permettez, autour d'un verre qui nous permettra de déguster du lait et du jus de pomme. C'est qui le patron? Alors, il y a aussi du jus de raisin, mais qui n'est pas c'est qui le patron, mais peut-être il va devenir. En tout cas, bonne soirée à tous. Merci de votre participation et merci d'être là. Ah, c'est bien, ça brûle, c'est bien. Non, mais même au niveau...